Bonjour à tous, correction d'exercices de géométrie. On va balayer tout le programme de géométrie uniquement en faisant quelques exercices d'anal. Géométrie, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de données dans l'énoncé. Et deuxième chose, c'est difficile de se représenter des figures, des schémas, etc. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter, un, à encadrer toutes les données que vous voyez dans l'énoncé, et deux, à dessiner sur votre copie. Exercice 1, QCM, pour se mettre en jambe. Un espace muni d'un repère orthonormé classique. Une première droite, D. D est égal à AB. On nous donne les coordonnées de A et B. Deuxième droite, D', qu'on nous donne sous une représentation paramétrique. C'est-à-dire que les coordonnées sont exprimées en fonction d'un paramètre T qui va balayer tous les réels. Et un plan P qui est représenté grâce à une équation cartésienne. Donc X, Y, Z étant les coordonnées des points de ce plan. Et en facteur de l'ordonnée Y, il y a un nombre M qui est inconnu. Question 1, on nous propose 4 points. Et la question, c'est lequel de ces points appartient à des primes. Donc une méthode un peu bourrine et un peu fastidieuse serait de prendre chaque coordonnée, de réinjecter dans le système les coordonnées et voir si jamais on trouve une cohérence ou pas. Si jamais on trouve une incohérence, on élimine ce point. Moi, je vous propose une autre méthode qui serait de procéder par élimination directement, mais une élimination logique. Donc si on considère, par exemple, la première équation du système et la deuxième équation, qu'est-ce qu'on voit si on les somme, donc la somme de 1 et de 2, qu'est-ce que ça donnerait? Plus l'abscisse des points de cette droite, d'accord, donnerait donc moins 4 plus 3t, ça c'est le résultat de l'équation 1, plus le résultat de l'équation 2, plus 6 moins 3t, et ça, le résultat, c'est simplement 2. Pour qu'un point, déjà, appartienne à des primes, il faut que l'abscisse plus ordonnée soit égale à 2. A, si on prend moins 1 plus 3, c'est bien égal à 2, donc on ne va pas éliminer A. B, M2 de la réponse B, si on fait 11 moins 9, c'est bien égal à 2, donc on n'élimine pas B non plus. La réponse C, pour M3, donc moins 7 plus 9, c'est bien égal à 2, donc on ne va pas éliminer M3. En revanche, pour la réponse D, M4, si on fait moins 2 plus 3, ben on obtient 1. Ce qui est en contradiction avec ce qu'on a montré avant, à savoir que x plus y est forcément égal à 2 pour appartenir à des primes. Donc on élimine D. Si on prend deux fois l'équation 1 et on l'additionne à l'équation 3, donc 2x plus z, c'est égal à donc 2 fois moins 4 plus 3t plus 8 moins 6t. Il va y avoir des simplifications. Moins 8 plus 6t plus 8 moins 6t. Là, on obtient des jolies simplifications. Tac. En réalité, tout se simplifie pour nous donner à la fin un joli 0 tout rond. Que pour qu'un point appartienne à des primes, il faut que 2 fois son abscisse plus une fois sa cote soit égale à 0. On va voir si on ne peut pas éliminer de nouveau des réponses. M1. Si on applique ça à M1, c'est-à-dire que 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus la cote qui est égale à moins 2, donc moins 2, ça fait moins 4. Ce qui est différent de 0, ça devrait être égal à 0. Conclusion, M1 n'appartient pas à des primes. On va réappliquer cette méthode pour M2. 11 fois 2, 22, plus Z, donc 22 moins 22, 0. Pourquoi pas? Ça peut appartenir à des primes, M2. M3, si on applique cette méthode M3, 2 fois X, donc 2 fois moins 7, ça fait moins 14, plus Z, donc c'est-à-dire plus 2, moins 14 plus 2, moins 12, c'est différent de 0, donc on élimine M3. Voilà, donc pareil, une méthode simple qui n'a pas demandé beaucoup de calculs, on n'a pas essayé de calculer le paramètre T, etc. On a
Simplement, on a réussi à montrer que la bonne réponse, c'est M2 appartient bien à la droite des primes. Question 2. Un vecteur directeur de la droite des primes est. La droite des primes, elle est exprimée de manière paramétrique. Donc ça, c'est votre cours. Si on reprend donc, les coefficients qui sont devant les t, ben, ça représente un vecteur directeur de D'. On peut le détailler ici, mais c'est pas le sujet. Voilà, l'idée, c'est votre cours. Vous pouvez essayer de le retrouver si jamais vous avez oublié ça. Mais donc là, notre vecteur directeur qui nous saute aux yeux, c'est 3, moins 3, moins 6, est un vecteur directeur de D'. Résultat, U3 est notre vecteur directeur. Question 3. Les droites D et D' sont séquentes, donc ça voudrait dire qu'il y ait au moins un point en commun, ou même un seul point en commun entre D et D', strictement parallèles, c'est-à-dire 0 point en commun, et donc elles sont parallèles, c'est-à-dire qu'elles ont des vecteurs directeurs collinaires, non coplanaires, c'est-à-dire ni point en commun, ni parallèles, et confondues, c'est-à-dire à la fois parallèles et à la fois avec des points en commun. Alors, la réponse A, c'est quand il faudrait trouver un point en commun entre D et D'. Bon, je vous propose qu'on attende un peu pour celle-là, on aura peut-être la réponse plus tard. Strictement parallèles, les vecteurs directeurs sont collinaires. Et pas forcément de points en commun, mais déjà on peut essayer de calculer les vecteurs directeurs. À la question 2, on a calculé un vecteur directeur de la droite D', et dans l'énoncé, on nous dit que D, c'est la droite AB, donc a priori, AB est un vecteur directeur de D. Donc on va voir si jamais AB est collinaire à U3. Pour ça, calculons AB, les coordonnées de AB. Moins 2, 2, 4. Ça ressemble un peu à 3, moins 3, 6. Et pour cause, si jamais on met un 2, on met moins 2 en facteur, par exemple, on obtient 1, moins 2, et U3. Si jamais on met 3 en facteur, qu'est-ce qu'on obtient? 1, moins 1, moins 2. Donc là, on voit bien que AB et U3 donc, sont collinaires au vecteur 1, moins 1 et moins 2, donc ils sont collinaires entre eux. Donc déjà, les droites sont parallèles. Est-ce qu'elles le sont strictement ou pas? C'est ce qu'on va voir. Ce qui est sûr, c'est comme elles sont parallèles, elles sont coplanaires. Elles ne sont pas non plus séquentes en un seul point. Si elles sont confondues, elles ont tous leurs points en commun. Donc a priori, elles auraient aussi A en commun, puisque D, c'est la droite AB. Donc on va voir si A appartient ou non à D'. Si c'est le cas, elles sont confondues, sinon, elles ne sont pas confondues. On reprend l'équation paramétrique de... Donc, pour la première équation, 1, c'est xa égale à moins 4 plus 3, plus 3t. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que 3t est égal à 5, et donc t serait égal à 5 sur 3. Donc t égale 5 sur 3, donc maintenant on va voir, on réinjecte ce t égale 5 sur 3 pour savoir si y et z respectent cette nouvelle condition. Donc 6 moins 3t, donc c'est la deuxième équation de la représentation paramétrique. C'est égal à 6 moins 5, 3 fois 5 sur 3. Ça, c'est égal à 1, qui est bien égal à l'ordonnée de A. Maintenant, pour Z, la dernière équation de la représentation paramétrique, moins 8 6t est égal à 8 moins 6 fois 5 sur 3. C'est égal à 8 moins 10 est égal à moins 2. Et moins 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est bien la cote de A. Et donc finalement, grâce à ça, on a pu montrer que pour le paramètre t égale 5 sur 3, on retrouve bien A qui appartient à D'. Et donc ils ont un point en commun, les droites des D' ont un point en commun, et en plus, elles sont parallèles, et donc finalement elles sont confondues. Question 4, la valeur du réel M pour laquelle la droite D est parallèle au plan P. Et donc là, on va nous demander de calculer
la valeur de M pour que D, la droite D, soit parallèle à P. On va essayer de s'éclaircir un peu les idées, y voir un peu plus clair. D parallèle à P. Pour ça, par exemple, on va dessiner un plan. On va dire que ça c'est un plan. Ça c'est le plan P. Pour lequel on a dessiné un vecteur perpendiculaire qu'on appellerait N. D'accord, un vecteur normal au plan P. On trace la droite D, si jamais elle est parallèle. C'est laquelle? C'est la droite D ou la droite D? Ouais, donc la droite D, si jamais elle est parallèle. Voilà, elle serait comme ça. Et donc, si elle est parallèle, un vecteur directeur de D serait perpendiculaire à N, vecteur normal. Et donc, quand vous entendez perpendicularité, vous devez avoir le réflexe de penser à produit scalaire égal à 0. Donc, on en déduit P parallèle à D équivaut à dire que un vecteur normal, donc N, au plan, avec un vecteur directeur. On en connaît un vecteur directeur. On sait que U3, par exemple, U3 est vecteur directeur de D. Donc les vecteurs directeurs sont égaux à 0. Si un plan est défini par son équation cartésienne, alors un des nombreux vecteurs normaux à ce plan a pour coordonnées les facteurs qui sont devant les coordonnées dans l'équation cartésienne. Donc devant l'abscisse, il y a un 1, devant l'ordonnée un M, et un -2 devant la cote. Donc un des vecteurs normaux, ça serait 1, M et -2. U3, c'est 3, -3, -6, qui est égal à 0. On développe notre produit scalaire. 3 moins 3m plus 2 fois 6 égale à 0. Donc, 15 de ce côté est égal à 3m. Et donc finalement, m égale à 5. Réponse C. Pour que D et P soient parallèles, alors il suffit que m soit égal à 5. Voilà, petit exercice, un QCM. J'ai justifié devant vous, mais vous n'êtes pas du tout obligé de justifier. Vous pouvez écrire très rapidement ça sur un brouillon. En tout cas, avec 4 questions, on a pu balayer pas mal de notions du cours de géométrie. Et c'est pas fini, on va refaire un petit exercice. Exercice de géométrie tiré du bac du 10 juin 2021, sujet numéro 2. Là, on a de la chance, ils nous ont représenté la figure sur laquelle on va travailler. Donc, il s'agit d'un cube. On nous donne on ajoute différents points à ce cube. I, le centre d'une face. J, c'est un point d'une arête. On nous informe que A, c'est un paramètre qui varie de 0 à 1, avec CJ ici qui est égal à A fois CG. On note D, la droite passant par I est parallèle à FJ. Elle a déjà été tracée, mais il ne faut pas hésiter à la redessiner par-dessus. K et L, les points d'intersection de D et des droites AE et DH. Donc K et L, ils sont ici. Petite interrogation, P, on voit un P ici, P. On se demande, je ne le vois pas dans l'énoncé. Peut-être qu'il apparaîtra tout à l'heure. Mais j'ai pas l'impression. C'est possible qu'on nous donne des informations en trop. On se place dans un repère A, AB, ok. Donc en fait, si on suit la logique, donc AB c'est l'axe des abscisses, AD l'axe des ordonnées, AE l'axe de la cote. AB est un vecteur de la base, et ben la longueur AB est égale à 1. Voilà, idem pour AD, donc en fait c'est un cube de côté 1. On nous indique que dans cette partie, la partie A, on va prendre un cas particulier avec le paramètre A qui sera égal à 2 tiers. Bon. Question 1. Donnez les coordonnées des points F, I et J. Pour F, ça va être F, c'est simple, les coordonnées de F sont les mêmes que les coordonnées du vecteur AF, puisque A est l'origine du repère. Il suffit de décomposer. AF c'est égal à AB qui est un vecteur de la base, plus BF qui est lui-même égal à AE. Bon, donc jusque-là,
Donc f, tout simplement, sans grande surprise, c'est égal à 1, 0, 1. Donc on peut noter là 1, 0, 1. I, c'est donc le centre d'une phase, donc c'est-à-dire que c'est la moitié E des coordonnées de AE et la moitié des coordonnées de AD, qui sont deux vecteurs de la base. Donc tout simplement I, moitié de AE plus moitié de AD. Donc de nouveau on va décomposer. AI, c'est égal à la moitié de AE plus la moitié de AD. Voici pour I. Donc I, 0, 1 demi, 1 demi, on va le noter là. Bon, ben J de la même manière, on va décomposer. AJ est égal à... donc ça, ce sont des vecteurs de la base. CJ, c'est égal à A fois CG. Et CG, c'est égal à AE. Donc, en fait, CG, c'est égal à A fois 0, 0, 1. Et donc, finalement, AJ est égal à 1, 1, A. Et A, chez nous, c'est 2 tiers, cette partie. Donc, 1, 1, 2 tiers. Et nous avons fini de répondre à la question 1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Bon, ben, c'est un raisonnement que vous avez dû voir en cours. Donc, M appartient à la droite D. M, c'est un point quelconque de coordonnées X, Y, Z. C'est équivalent à dire que, en fait, que IM, donc IM, I c'est un vecteur, non, I c'est un point de la droite D. Donc IM est collinéaire à un vecteur directeur de la droite. Donc on sait que, par définition de D, FJ est directeur de D. Donc il existe un T tel que IM égale TFJ. Et T, il appartient à R. Et donc là, on déroule le raisonnement. Les coordonnées de M, donc c'est X, Y, Z. Représentation paramétrique de D. Question 3, montrer que le point de coordonnées 0, 0, 2 sur 3. Alors, K a été défini là-haut comme K le point d'intersection entre la droite D et AE. AE, c'est cette droite-là. AE, c'est l'ensemble des points qui ont pour abscisse 0 et ordonnée 0. Donc là, c'est bien le cas ici, savoir 0, 0 et 0 sont en abscisse et en ordonnée. Maintenant, est-ce que, effectivement, la cote de K est 2 sur 3. Pour ça, on va utiliser la représentation paramétrique de D. Donc K, c'est un point aussi de D. Donc K doit respecter X égale 0, c'est le cas. Y égale 1 demi de T, en sachant que le Y de K, on l'a vu ici, c'est égal à 0. Donc c'est-à-dire qu'un demi plus T, tout ça c'est égal à 0. Donc ça implique que T est égal à moins 1 demi. Et donc maintenant, le Z de K, il est forcément égal à 1 demi moins, on remplace T par moins 1 demi, donc moins 1 demi sur 3. Et ça, si vous calculez, ça fait 2 sur 3. Donc en effet, K est le point de coordonnées 0, 0, 2 sur 3. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du point L exactement avec la même méthode. Comme il est indiqué ici, c'est le point d'intersection entre D et DH. DH, c'est cette droite-là, c'est-à-dire une droite dont tous les points ont pour abscisse 0 et pour ordonnée 1. Donc forcément, X de L égale 0, Y de L égale 1. On réinjecte ça
dans l'équation paramétrique. Donc c'est-à-dire que c'est égal à 1 demi plus t, ce qui implique un t qui est égal à 1 demi. Donc z de L, donc z de L, z de L. On utilise l'équation paramétrique. Donc c'est-à-dire c'est égal à 1 demi moins 1 demi sur 3 qui est égal à 1 tiers. Donc finalement, les coordonnées de L, c'est 0, 1 et 1 tiers. Qu'on peut noter ici. 0, 1 et 1 tiers. Question 4. Démontrer que le quadrilatère FJLK est un parallélogramme. Bon, il y a plusieurs manières de montrer que c'est un parallélogramme. On peut montrer que par exemple les côtés opposés sont égaux et parallèles, etc. Il y a plusieurs manières. On vient de calculer les coordonnées de F, L, J, K. Donc je vous propose qu'on travaille avec tout simplement avec les milieux. Les milieux des diagonales, si jamais ils sont égaux pour un quadrilatère, alors c'est un parallélogramme. Donc la diagonale c'est FL. Donc le milieu de FL, il s'agit de... Donc on prend les abscisses, on les somme, on divise par 2. C'est comme ça qu'on fait avec les milieux. Idem avec les ordonnées et idem avec les cotes. Donc finalement on trouve le milieu de FL qui est égal à 1 demi et 2 tiers. On fait pareil pour l'autre diagonale, JK, on calcule le milieu, et sans suspense, on va trouver exactement le même. Et voilà. Est-ce que c'est le même? Et donc finalement, voilà, les coordonnées sont identiques, donc les milieux. Voilà. Donc on peut conclure, il s'agit d'un parallélogramme. Question 4. Petit a, démontrer que le quadrilatère FJLK est un losange. On vient de démontrer que le quadrilatère FJLK était un parallélogramme. Pour montrer que, en plus d'être un parallélogramme, c'est un losange, il suffit de montrer que les diagonales sont perpendiculaires. Dès que vous entendez perpendicularité, vous devez comprendre produit scalaire nul. Donc, il suffit de montrer que FL scalaire JK égale à 0. FL, c'est égal à quoi? Donc FL, c'est moins 1, 1, 2 sur 3. D'accord, on connaît les coordonnées de L, de F, on soustrait les coordonnées et ça nous donne le résultat. JK, c'est moins 1, 0. Bon, est-ce que c'est vraiment égal à 0? Bon, il suffit de calculer. On développe le produit scalaire. Plus 1. Et donc, c'est égal à 0. Donc les diagonales sont perpendiculaires. En plus, c'est un parallélogramme. Donc, on peut en conclure que FJLK est un losange. Et on a répondu à la question B. Question C. Est-ce un carré? Qu'est-ce qu'un carré? C'est un losange qui a des angles droits. Donc, il suffit de savoir si jamais les arêtes de FJLK sont perpendiculaires. Vous entendez perpendicularité immédiatement, vous comprenez produit scalaire nul. Donc est-ce que FJ, produit scalaire de FJ avec LK, est-il nul? C'est la question que tout le monde se pose, la question à 1000 €. 2 sur 3. F, c'est 1, 0, moins 1. K, on dit 0, 0, 2 sur 3. L, 0, moins 1, moins 1 sur 3. Et donc, on développe 0,
terme, deuxième terme, 0, troisième terme, 1, il faut deuxième terme 1 et troisième terme 2 sur 3 moins 1 fois 2 sur 3 moins 1 sur 3. C'est égal à 1 plus moins 1 sur 3 fois 1 sur 3. Et là, moi, j'ai calculé 8 sur 9. Ce qui est différent de 0, ce qui signifie que les côtés ne sont pas perpendiculaires. Conclusion, ce n'est pas un carré. Partie B de l'exercice de géométrie. Alors là, on va généraliser le cas A égale 2 tiers pour un paramètre compris entre 0 et 1. Vous verrez, ça ne va pas forcément être plus difficile. On nous donne petit 1, déterminer les coordonnées de J en fonction de A. Donc là, on va tout simplement décomposer le vecteur à J. Il n'y a rien de bien sorcier. On a déjà fait le même calcul en fait dans la partie A. AB et BC sont des vecteurs de la base. On connaît leurs coordonnées. CJ, c'est égal à A fois CG. Et CG, c'est égal à E, donc c'est un vecteur de la base. Donc finalement, les coordonnées du vecteur AJ, c'est tout simplement 1, 1, A. Et donc les coordonnées de J, 1, 1, A. Voilà. Montrer que le quadrilatère FJLK est un parallélogramme. Plusieurs manières de le montrer. On avait montré dans la partie A que simplement on avait pris les milieux des diagonales et on avait vu qu'ils étaient égaux, que c'était les mêmes milieux. Là, on va faire une autre technique. On sait qu'un quadrilatère dont les deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur est un parallélogramme. On va simplement montrer que le vecteur FJ est égal au vecteur KL. J, on l'a calculé à la question précédente. 1, 1, A. F, on l'avait calculé à la partie A. Donc finalement, on obtient FJ 1 A moins 1. KL de la même manière. Donc voilà, on soustrait les coordonnées. Et sans surprise, on trouve bien les mêmes coordonnées. Donc FJLK est bien un parallélogramme. Petit 3, existe-t-il des valeurs de A telles que le quadrilatère FJLK soit un losange? On a vu une question un peu similaire dans la partie 1. On voulait savoir si FJLK était un losange. Là, on veut savoir pour quelle valeur de A FJLK est un losange, en sachant que FJLK est déjà un parallélogramme. Donc on va pouvoir réutiliser l'argument de la partie A, à savoir que les diagonales sont perpendiculaires pour que ce soit un losange. On a une autre information, on sait aussi que A appartient à 0, 1. Donc on ne pourra pas trouver des A égale à 18 ou égale à moins 23. A, c'est inférieur à 1 et supérieur à 0. Pour savoir si les diagonales sont perpendiculaires, FJLK est un losange équivaut à dire que le produit scalaire de FL avec JK égale à 0. Quelles sont les coordonnées de FL et JK? Donc FL, c'est toujours la même technique, hein. On va pas inventer la poudre à chaque occasion. Donc on soustrait les coordonnées.
On développe le produit scalaire. FJLK est un losange, ça équivaut à dire que ce produit-là est nul. Un produit est nul, ça équivaut à dire qu'un terme ou l'autre est nul. Donc A sur 2 moins 1 égale 0, ou, c'est un ou, hein, pas un et, faut pas, c'est l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, mais en tout cas, c'est pas l'un et l'autre. Et donc, finalement, on obtient que soit A est égal à 2, soit A égale 2 tiers. Et là, vous pensez peut-être que c'est terminé. Eh ben non, puisque je vous rappelle que A, il appartient à 0,1. Donc, il faut bien avoir en tête toutes les données du problème. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont tomber dans le piège en disant A égale 2 ou A égale 2 sur 3. Pas du tout. On élimine A égale 2, puisque A est inférieur à 1. Donc, la condition sur A pour que FJLK soit un losange, c'est que A égale 2 tiers. On a répondu à la question 3. Petit aparté, c'est 2 tiers, on revient dans le cas de la partie 1. Et donc, tous les résultats qui sont vrais dans la partie 1 le sont désormais si on considère que FJLK est un losange. Donc, on n'aura pas besoin de redémontrer et de repartir du début. Ça va nous aider pour la question 4. Existe-t-il des valeurs de A telles que le quadrilatère FJLK soit un carré? Un carré, c'est un losange particulier. C'est un losange qui a les côtés perpendiculaires. D'accord? On a vu à la partie A que pour la valeur de A égale 2 tiers, FJLK ne pouvait pas être un carré. Terminé. Le problème est résolu. C'était un exercice intéressant. On a vu pas mal de choses. On a passé les produits scalaires, les formes géométriques, les droites, etc. Je pense qu'on a bien balayé le sujet de géométrie. J'espère que cet exercice vous aura été utile et qu'il vous servira pour le bac. En tout cas, révisez bien, bon courage, et on se revoit pour une prochaine correction.